On va parler de Cyril Gane, Thomas Spinal. On ne lâche pas l'affaire, Thomas Spinal ne lâche pas l'affaire, Cyril Gane ne lâche pas l'affaire. Vous le savez, Thomas Spinal revient le 27 juillet prochain pour défendre son titre intérimaire heavyweight, défense historique, on va dire, d'un titre intérimaire, puisque je crois que c'est que la deuxième fois dans l'histoire de l'UFC que ça arrive, et Cyril Gane reviendra au mois d'octobre face au numéro 3 de la catégorie, Volkov, pour une revanche qui ne hype pas grand monde malheureusement, mais au moins c'est le retour de Cyril face à quelqu'un de très très bien classé juste derrière lui chez les poids lourds. Et on peut très bien imaginer un monde où les deux gagnent leur prochain combat et s'affrontent ensuite. En tout cas, c'est le combat que tout le monde veut, c'est le combat pour lequel les deux font campagne depuis un petit moment, et donc on va voir un peu ce qui se passe entre les deux hommes. C'est parti, Big Rusty, générique. Soit. Déjà, première chose, et moi où je suis assez content, c'est qu'il y a eu la prise de parole de Cyril, où, oui, Cyril reste le bon gamin, mais tu vois, on sent que ça... Petite montée, petite accélération dans le côté rivalité entre les deux hommes qui fait vraiment du bien, parce qu'on était quand même resté sur les images où tous les deux étaient sur le concours de punch après l'UFC PAO, où c'était vraiment très bon enfant, et je pense que tu vois, un combat comme ça, faut aussi que les deux commencent à s'envoyer des petites bastos pour que ça se matérialise du côté de l'UFC, parce que malheureusement, c'est un des rares cas, on va dire ça, ils sont presque trop sympas pour que ça se matérialise. Bah c'est pour ça. Et c'est pour ça que quand, du coup, sur la vidéo qu'il a faite, Cyril, quand il parle de Thomas Spinal en disant l'autre là, tu sens qu'effectivement, ça l'a saoulé, Cyril. Et il explique pourquoi d'ailleurs, en fait, il explique que lui, de sa lorgnette, de là où il était, Cyril, bah, c'est tout simplement que, et il le dit comme ça, il dit, moi, je priorise ma carrière sportive et les combats, mais il y a ce film-là que je voulais faire, et du coup, c'était une question de, on va adapter le moment où on va faire ce film, et la production va adapter son calendrier au combat qu'on pourra planifier en avance avec l'UFC. Et c'est pour ça que Cyril est frustré, et c'est pour ça, essentiellement, en fait, qu'il en a un petit peu marre des sorties médiatiques de Thomas Spinal notamment, et d'autres, hein, parce que Almeida, par exemple, Cyril rappelle que lui, on ne lui a jamais, donc l'UFC ne lui aurait jamais proposé Almeida, de contrat pour Almeida. Blades, je crois pas non plus, je sais plus, mais Almeida, c'est sûr, il en parle dans la vidéo. Et donc la frustration de Cyril, ça vient de là, ça vient de lui, de là où il veut pouvoir un petit peu aussi vivre son rêve parce que ça fait longtemps qu'il veut aussi être acteur, et enfin il avait déjà fait quelques tout petits rôles, mais là il a le rôle principal, un des rôles principaux, et c'était la manière de conjuguer un petit peu ce rêve qu'il avait là et sa carrière sportive, puisque donc lui était en mode je vais adapter l'un à l'autre, et c'est juste que UFC, donnez-moi une date pour mon prochain combat, et puis comme ça je serai prêt, et en attendant, bah, moi je peux faire mon film. Et donc la frustration elle est là, c'est que Aspinall, lui, de son côté, il n'a pas arrêté de dire que, comme par hasard, Cyril refuse de le combattre, ou en tout cas, maintenant il est chaud, mais quand moi je le voulais à l'UFC Londres, bah, là il y avait personne et il n'avait pas envie. Maintenant, comme par hasard, du coup, bah, il a envie, mais encore une fois, quand on lui a proposé là sur juillet, bah, il ne pouvait pas. Et on a un petit peu ce classique, ce braquage à la mexicaine où bah, Cyril, lui, il reste sur ses appuis en mode, bah non, moi j'ai été chaud pour tout, c'est juste qu'il suffisait de le planifier à l'avance, ce qu'on n'a pas pu faire avec l'UFC. Et Thomas Spinal est en mode, bah alors moi il m'a refusé, apparemment il a refusé Curtis Blades aussi, donc à un moment donné, Lil Ducky, je crois que c'est ça. Lil Ducky. C'est ce que disent les Américains à propos. Certains disent à propos de Cyril Gane, c'est qu'il esquive un peu tout le monde, alors que Cyril, n'a jamais esquivé qui que ce soit, on va dire. Et quand on voit historiquement, et c'est là que c'est un peu le plus dur dans cette situation, c'est que Thomas Spinal n'a pas tort fondamentalement, Cyril Gane non plus, dans le sens du côté de Thomas Spinal. Effectivement, on lui a proposé Cyril Gane, effectivement, Cyril Gane a dit non. Sauf que, donc ça c'est factuel, Cyril Gane n'a pas accepté. Mais il n'a pas accepté parce qu'il esquive Thomas Spinal, puisque Cyril a quand même call out Thomas Spinal depuis qu'il a la ceinture, c'est juste qu'il n'était pas disponible, et c'est vrai que... Et c'est là que c'est aussi compliqué, c'est que d'un côté, on a ce côté supporter, fan de sport de combat, où on se dit, oui Cyril, on a envie de te voir combattre, mais imaginez planter un film, encore plus quand vous êtes en France, un pays de cinéma, un projet d'envergure comme ça, bon, si vous plantez, je sais pas, il y a
300 personnes peut-être qui bossent sur le truc. Là, ça peut un peu enfin comment, ça peut être une situation un peu compliquée, d'autant plus que cette situation de l'UFC Manchester pour Cyril Gane, je pense que ça a pas joué de son côté, mais enfin dans la prise de décision, puisque de toute façon il y avait le film, mais faut pas oublier aussi que le combat contre John Jones, c'était pas un short notice, mais tu vois, il y avait 5 semaines pour se préparer pour John Jones. Ça a pas été fait dans la précipitation, mais je veux dire, il y a quand même par exemple, il y a des combats qui se prévoient un petit peu plus à l'avance, où vous savez que tout est mis en place. Là, je veux dire, par exemple, le combat à la sphère pour Merab et Sean O'Malley, ils savent qu'ils vont s'affronter, ça va se jouer à 1 ou 2 mois, bon bah t'as vraiment le temps de peaufiner la stratégie, l'entraînement en fonction. Cyril, il a déjà fait ce combat contre John Jones, c'est mal terminé pour lui, d'envergure pour une ceinture, où t'as 5 semaines pour te préparer. Je pense qu'il sait, ou en tout cas, que ce soit Fernand et le camp Cyril Gane, savent que Cyril, enfin en vrai, son prochain title shot sera son dernier s'il perd, parce que déjà en avoir 2 et que t'as perdu, c'est beaucoup. En avoir un 3e, c'est assez rare chez les combattants. Regardez Dustin Poirier, là il en a eu 3, c'est extrêmement rare, et il sait là aujourd'hui que il en aura pas un 4e. Donc quand t'as ta dernière chance comme ça, face à un mec comme Thomas Spinal, parce que tu peux avoir un title shot contre Michael Bisping chez les middleweight, comme quand t'es Georges Saint-Pierre, où ça paraît sur le papier assez abordable, ou même par exemple quand Cyril avait affronté Derrick Lewis, bon bah il était favori, on voyait, enfin, à moins qu'il se fasse éteindre, on savait que ça allait bien se passer. Là t'as quand même un gars qui est vu comme tout le monde, comme le mec le plus effrayant, sinon le meilleur poids lourd de la planète. Est-ce que tu vas le prendre en short notice, où tu sais que si tu perds, les gens ils s'en foutent, hein, que t'es 5 semaines ou pas, hein, tu t'as perdu contre un gars, c'est la honte, hein. Vous voyez très bien comment les gens réagissent en cas de victoire comme en cas de défaite. Bon, il y a quand même il y a quand même de meilleures conditions pour accepter un combat, et donc c'est peut-être pour ça aussi que je pense que, tu vois, Cyril s'est dit, bah il y a mon engagement avec le film, et enfin, pardon, c'est pas rentré dans le, comment, dans la prise de décision pour ce combat, mais ça ajoute, à mon sens, tu vois, une petite pièce faut quand même être dans de bonnes conditions pour accepter un title shot qui pourrait, si ça se passe mal, être tout simplement le dernier. Et en plus, par rapport à la production du film, comme tu disais, il y a un moment où il en parle dans la vidéo, Cyril, et il dit il y a déjà un moment où on a dû repousser un petit peu la production, justement par rapport à des potentielles dates UFC. Et il dit ça pour renforcer le fait que Cyril, lui, il voulait d'abord, avant tout et en priorité, rester disponible pour un combat. Et il dit on a déjà dû, à un moment donné, repousser un peu la production du film, ce qui a coûté déjà énormément d'argent. Et en fait, dans cette situation, je pense que les 2 choses que reprochent les gens à Cyril dans cette situation, je pense que la première, mais qui date du coup maintenant, c'était le fait que quand il y a eu l'UFC à Paris, il n'a pas voulu faire le face-à-face contre Aspinall et il n'a pas voulu combattre Aspinall à ce moment-là. Voilà, c'est simplement que, voilà, on le rappelle, et pour le coup, il a jamais il a jamais dévié de ça, Cyril, c'est qu'il était en mode, ben non, je veux pas affronter Aspinall parce que je veux affronter quelqu'un pour la ceinture, ou en tout cas quelqu'un du coup qui soit devant moi. Et alors que maintenant, du coup, effectivement, comme il affronte Volkov et que du coup, il a affronté Spivak aussi, je pense que c'est simplement qu'il y a un côté, bon bah voilà, maintenant on retrouve le Cyril qu'on a toujours kiffé. C'est juste qu'il y a eu ce tout petit laps de temps où on a eu un Cyril qui, du coup, il faut que j'arrête de dire du coup, c'est insupportable. C'est juste qu'on a eu ce laps de temps où Cyril était en mode je ne veux pas affronter Spinal parce que je veux quelque chose qui me redonne une chance à la ceinture directement. Mais sinon, tout le reste du temps, on a eu le Cyril qu'on connaît et qui est là en mode donnez-moi n'importe qui, et donc il prend Volkov. Et il le dit aussi dans sa vidéo, il aurait pris Almeida tout pareil, il aurait pris Pavlovich tout pareil, c'est ce qui était prévu d'abord d'ailleurs pour Paris, et là il prend Volkov parce que Volkov a battu Pavlovich et c'est le plus logique, et ce qui est vrai. Donc on retrouve ce Cyril en mode je m'en bats la race, mettez-moi n'importe qui, je le prends. Ça aurait été Aspinall, il l'aurait pris pareil. Et, et voilà. Et donc, et le deuxième truc que les gens, je pense, peut-être reprochent le grand public à Cyril, c'est le fait de prendre ce tournage de film. Et c'est aussi d'ailleurs ce dont parle Aspinall. Aspinall, il est en mode moi, là, il y a pas de film, il n'y a pas de je fais quelque chose à côté des représentations ou un projet qui me prend plusieurs mois dans ma carrière sportive. Et ça, il le dit mot à mot à Spinal. Il est très simplement en là, j'ai quelques années où je veux combattre le plus possible et insérer mon nom dans les livres d'histoire du MMA poids lourd. Il n'y a rien d'autre qui existe. Et toujours à Spinal, si Cyril Gane veut faire ses trucs, ses bails de cinéma, faire l'acteur et tout ce qu'il veut, pas de souci, il le fait. Maintenant, voilà, moi, c'est pas mon bail. Moi, je suis dans le sport, rien que le sport, tant que j'y suis là.
Et donc, voilà, moi, c'est pour ça que je reste disponible. Et donc, c'est toujours Aspinall qui parle. C'est pour ça que quand on m'a proposé Pavlovich il y a 2 semaines, eh ben, je le prends. Et voilà, et il rajoute, enfin, tu sais, il rajoute des trucs toujours. Hein, bon, là, tout ce que je viens de dire là, il l'a dit. Et ça, voilà, il l'a dit juste à des moments différents. Il était aussi en mode, il n'y a pas de problème avec le fait que Cyril Gann fasse des films, etc. C'est sa vie, il a des opportunités et c'est très bien. C'est simplement que voilà, parce qu'il avait ces opportunités, donc il n'a pas pu me combattre moi et dire oui au combat. Ça, c'est comme ça, c'est factuel. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est que le point de vue d'Aspinal, il se comprend. Lui, il est en mode, lui, pour vous dire, hein, lui, là, il en est au point où, et je crois pas que ce soit une vanne, même s'il fait énormément de vannes, lui, il en est au point où il se trempe les poings et les phalanges, je crois, genre 20 minutes ou une demi-heure tous les matins dans du pétrole pour les endurcir. J'ai toujours pas compris comment ça marche. Hein. Peut-être que c'est vrai et que c'est baqué scientifiquement. Mais pour vous dire à quel point, là, lui, Aspinal, dans sa tête, c'est je veux tellement être la meilleure version de moi-même que le moindre avantage, si c'est me couper les ongles au carré ou si c'est aller pisser dans un tonneau, je sais pas, à minuit, les jours de pleine lune, j'en sais rien, je m'en fous, je le fais. Donc, c'est vrai que c'est deux manières de voir les choses qui sont un petit peu différentes. Maintenant, et je finirai là-dessus, c'est ce que disait Paulin aussi, Paulin Béguet, notre gars Paulin, c'est que c'est vrai aussi que, à part ce petit laps de temps où Cyril n'avait pas voulu affronter Aspinal parce qu'il voulait affronter que quelqu'un pour la ceinture, à part ça, Cyril, il a jamais changé. Depuis le début qu'on le connaît, Cyril, il était en mode, moi, dès que j'ai assuré l'avenir pour ma famille et que je suis bien en termes d'argent, j'investis, je fais les choses bien dans l'immobilier, etc. et je m'en vais. Il a toujours été en mode, si j'ai moyen d'être acteur, je le fais parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Il a toujours été comme un livre ouvert, Cyril. Et c'est vrai aussi, comme disait Paulin, il a toujours été comme ça, il a toujours dansé, fait des jouets pendant les Fight Week, etc. Quand il gagnait, personne n'y voyait rien à redire. C'est juste que maintenant, comme il a perdu, c'est pas pareil pour les gens. Donc c'est intéressant. Enfin, Ouais, tous les trucs peuvent s'entendre. c'est exactement ça. S'il y avait pas eu ces défaites, je pense que les gens seraient comme jamais en mode comment fait-il, c'est un génie absolu. Et là, Ouais. comme il y a eu les défaites, tu pointes forcément du doigt ça et ça. Je veux dire qu'en Francis, il a joué dans Fast and Furious Co. Il y avait pas de souci parce que c'était un rôle, un rôle moins important. Pardon. Un Non, mais rôle c'est moins parce que oui, important. j'ai mal géré ma sortie de bande. Un rôle moins important effectivement, mais comme il gagnait, vous vous dites juste bon bah le gars essaye de capitaliser. C'est vrai que Cyril, là on est dans une situation différente. Je pense aussi ce qui est relou pour les gens, c'est que Cyril, c'est vrai qu'au début de sa carrière, il était sur un rythme particulièrement hyperactif et c'est ça qui plaisait, c'est que t'avais ce côté anyone anywhere mais vraiment justifié parce que littéralement tous les 3 mois il enchaînait un gars et c'était masterclass absolue, sans changer de style du côté de Cyril, mais on avait vraiment ce côté monter en puissance et quand il pouvait pas combattre, bah, c'était pneumothorax plus Covid. Bon bah là, Oui. voilà, personne veut lui envoyer des bastos pour ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait de le voir beaucoup plus rarement, que là il y a eu cette pause d'un an, d'un peu plus d'un an même, qui soit un peu forcé de son côté mais qui s'explique parce que d'une part il y a son classement, il a déjà pris quelqu'un qui est derrière lui, qu'aujourd'hui Cyril Gann c'est une vraie star de l'UFC, donc vous pouvez pas le mettre à l'Apex non plus, pas le mettre face à un mec random parce qu'il va l'humilier. Enfin il y a tout ça qui rentre en considération, et même quand vous regardez Thomas Spinal, le dernier combat de Thomas Spinal c'est en novembre, là il revient au mois de juillet, donc c'est aussi longtemps, et en plus un Thomas Spinal qui a dû vraiment faire campagne du côté de l'UFC pour avoir un nouveau combat. C'est même Dan White qui a dit bon bah si Thomas Spinal veut combattre, on va le faire combattre, mais c'était pas prévu parce qu'il avait sa ceinture intérimaire. Enfin, c'est tout un truc où, quand vous connaissez bien l'UFC, comment ça se passe, vous comprenez, mais c'est pas ce que les fans ont envie de savoir, tu vois, de se dire que quand t'es champion intérimaire et que t'as toujours un champion qui est là, qui va bientôt combattre, t'es obligé d'attendre sur le côté. Si vous regardez les UFC 3 fois par an quand il y a les gros events, vous n'êtes pas au courant de ça, et surtout c'est un peu le dernier truc que t'as envie de savoir, parce que ça, on va pas dire que ça te désintéresse du sport, mais je pense que en termes d'investissement émotionnel, bah t'as juste envie de voir ton gars le plus souvent possible, comme par exemple un BSD. Bon bah ce qu'on aime c'est que le mec il soit prêt à affronter tout le monde et puis que ça avance comme ça. Là, ça fait partie des trucs où il faut vraiment être au courant de ce qui se passe à l'UFC. Malheureusement, comme aujourd'hui Cyril c'est une superstar, bah le grand public ne va pas être au courant de ça, et ne va pas comprendre ça aussi, parce que vous dites oui, effectivement, t'avais l'opportunité d'affronter Thomas Spinal, tu l'as pas pris, bon bah tant pis pour toi. Voilà, malheureusement. Mais moi ce que j'espère, Ouais. et malheureusement on ne devrait pas avoir droit à ça, c'est que l'UFC nous organise cette coalition tant souhaitée entre
Tom Oui. Aspinall et Cyril Gane. On en parle depuis maintenant de longs mois, sinon des années, ou en tout cas de faire en sorte que les gars s'affrontent, parce que regardez Volkov contre Pavlovich, les deux étaient anciens partenaires d'entraînement, ils ne voulaient pas s'affronter sauf si c'était pour la ceinture. Bon bah ils se sont affrontés en Arabie Saoudite, c'était pas pour la ceinture, c'était même pas le main event. Donc quand l'UFC a vraiment envie de mettre en place un combat, ils peuvent le faire. Là c'est juste qu'à mon avis ils attendent un petit peu que pour John Jones on voit ce qui se passe, pour Miocic aussi on voit ce qui se passe, maintenant en plus il y a l'Expera qui entre dans la danse, enfin c'est un petit peu le bordel au sommet de la catégorie où je pense que, et on le voit bien, on en parle assez souvent avec Ross, mais là aussi c'est pas des discussions qu'on a envie de... Comment je pense que c'est pas ce que les fans ont envie d'entendre, ou en tout cas tu vois quelque chose qui est très reluisant par rapport au sport, c'est qu'aujourd'hui l'UFC ils sont plutôt dans une stratégie où ils se disent chaque événement on va mettre le paquet. Non, ils sont dans une stratégie de gestion et de se dire plutôt que de faire John Jones contre une superstar, bon on sait que John Jones si vous le faites combattre 3 fois contre un nobody, enfin en tout cas type Anthony Smith à l'époque, bah il va faire quand même 700 000 pay-per-view. Quand on le met contre une superstar, bah il va faire, je dis n'importe quoi, 1 million si vous voulez, sauf que 1 million contre une superstar, bah il y a quand même une chance que John Jones s'y perde. Donc pourquoi pas le mettre 3 fois contre des gars qu'on n'a pas forcément envie de voir, type Miocic au Madison Square Garden. Vous savez que vous allez vendre tous les billets, vous savez que les gens vont regarder en pay-per-view. Alors que vous mettez Pereira, oui, c'est beaucoup plus intéressant, mais ça va faire le même sold out, et ça va faire peut-être aller 300 000 pay-per-view en plus, sauf qu'il y a quand même une chance non nulle, enfin, même pas une chance non nulle, mais c'est quoi qu'il arrive, l'UFC est perdante parce que soit ils perdent Pereira, soit ils perdent John Jones. Voilà. Ouais. Et c'est ce qui est un petit peu dur aujourd'hui avec le MMA. Enfin, pas avec le MMA, avec l'UFC. Bah oui. Mais maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on pourrait sortir de ça? Je sais même pas si c'est possible. C'est un autre podcast, hein, entièrement. Mais en vrai, je pense que pour John Jones, Thomas Spinal, Cyril Gane, si Cyril et Thomas Spinal gagnent, il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a vraiment quelque chose à faire parce que là, et d'autant... Enfin, il y a Dana White, on en parlait avec Russ, là, qui dans un podcast... Le seul truc, c'est que je sais pas quand est-ce que ce podcast a été tourné exactement, et si tu vois, Dana White a dit ça en mode, bon bah, l'Expera, John Jones, Jorgan fait campagne pour ça, pourquoi pas? Tu vois, je sais pas si c'est vraiment quelque chose en mode, aujourd'hui, Pereira est le favori, enfin, le favori pour affronter John Jones, et donc, du coup, on va faire John Jones à l'Expera. S'ils font ça directement, je pense que le Thomas Spinal, Cyril Gane est vraiment possible. Sinon, je pense qu'aussi t'as une situation où il faut que les mecs combattent, tu vois. Et que ce soit Cyril ou Thomas Spinal, là ils ont en vrai perdu des mois quand même. Enfin, ils ont vraiment perdu du temps du fait que John Jones se soit blessé et qu'il y ait Miocic qui soit en priorité. Donc avec cette situation-là, je pense qu'ils vont vouloir combattre assez rapidement parce que ne serait-ce qu'un seul combat en 2024 pour Cyril, c'est une possibilité, tu vois, c'est vraiment pas beaucoup. Il a 34 piges, enfin, on se rapproche quand même de la forme, même si on est en poids lourd. Donc, tous ces trucs-là font que, selon moi, ils ont intérêt à le faire le plus tôt possible. Parce que les mecs sont pas éternels, on a déjà perdu beaucoup de temps. Et en plus, tu vois, si tu fais ça, soit à Londres, soit à Paris, en tout cas pour un pay-per-view, tu mets la ceinture en jeu, intérimaire ou non, allez, c'est parti. Bah, et puis, je sais que c'est cruel, hein, ce que je vais dire, et froid, mais malheureusement, je pense que c'est réel. En fait, je pense que l'UFC s'en bat un peu les couilles de faire Cyril contre Thomas Spinal. Je pense qu'ils s'en foutent dans le sens où aucun des deux n'est une véritable star en pay-per-view. Donc en fait, qu'il y en ait un qui gagne ou qui perde, le perdant, il sera toujours capable sans problème de remplir des arènes dans son pays respectif. Et bah, le gagnant, bah, tant mieux pour lui, il a gagné et il continue sa carrière. Mais c'est pas comme si c'est pas un dilemme à la John Jones Pereira comme tu viens de le dire par exemple, tu vois. Mais oui, ça c'est pas une date où l'UFC marque ça dans son calendrier. Enfin pour vous dire, UFC Manchester, ils ont tout explosé en termes de billetterie, ça fait l'équivalent, même plus. Faudrait que la semaine prochaine on aura les vrais résultats, mais d'un UFC Paris, c'est Belal Muhammad contre Leon Edwards en main event. Une abomination, le bordel, vraiment une abomination. Et pourtant ils ont tout cartonné. L'UFC Paris, il n'y a, pour l'instant, l'UFC n'a toujours pas annoncé le moindre combat officiellement. Il n'y a pas eu d'annonce. Et pourtant, on a fait sold out avec une billetterie qui a pris 20% par rapport à l'année dernière. Voilà. Encore, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. On est trop investi en fait dans le sport. On est trop investi. Mais pour vous dire, c'est là qu'est le problème aujourd'hui. C'est comme l'a dit Rust, ce ne sont pas des stars en pay-per-view, Thomas Spinal et Cyril Gane encore aujourd'hui. Mais par contre, dans leur pays, les gens vont les soutenir et les gens vont payer quand ils combattent. Donc forcément, l'UFC va pas faire d'efforts. Je veux dire, même là, tu vois, je t'entends dire, vous auriez fait Cyril Gane contre Tibor, ça aurait fait sold out. Ils ont même pas besoin d'annoncer les combats pour que ça fasse sold out. Ouais.
Voilà, partant de ce principe, l'UFC va pas faire plus d'efforts que ça, malheureusement pour nous. Mais je pense quand même, tu vois, il y a un moment, faudra le faire, et je mets quand même en petite embuscade sur Jelton Almeida, qui peut, à mon sens, tu vois, rapidement monter. Il suffit là, je pense, qu'il tape un gars, un vrai poids lourd, pour que tout le monde se dise, ouah, c'est un problème pour la catégorie. Parce que là, mine de rien, sa défaite cette année, au mois de mars, lui a fait un peu de mal contre Curtis Blades. Depuis, il est revenu contre c'était comment Ramonov. Ramonov. Ouais, Alexander Alexander Romanov. Attends, Alexander Romanov. Aspinal? Attends, Non, c'était contre non, Romanov? pas Spinal, Ah Almeida. oui, Almeida, oui, ouais. Almeida, oui, Oui, pardon, oui, oui. oui, Almeida, il est revenu, mais là, il est un peu derrière dans le classement. Et quand il reviendra, je pense que Ouais. les gens recommenceront à se dire, ouais, c'est un problème. Mais là, on est revenu un petit peu dans cette situation où, comme il y a, ouais, 2011 un petit peu, tu vois, où t'as que les mêmes noms qui sont obligés de se réaffronter. Tu sais, quand t'avais eu le title shot de Junior Dos Santos contre Stipe Miocic. Parce que là, par exemple, que Ouais. Cyril revienne face à un Volkov qui est classé numéro 3, je pense que tous, hein, on vous dit ça il y a 2 ans, enfin, on se dit c'est impossible. Mais Ouais. pourtant là, Ouais. on revient dans cette situation-là où malheureusement, bah, le Pavlovich qui était sur une bonne série, là, il est sur 2 défaites consécutives, il monte ses limites. Almeida qui était vu comme la prochaine menace, la nouvelle menace, bah, il a été mis contre un seul. Et c'est pour ça que moi, vraiment, les gens qui pensent que Almeida va rouler sur Cyril Gane, le jour où, s'il change pas beaucoup de choses à Almeida, je pense que les gens vont être très très surpris de voir ce que Cyril va lui faire. Mais il a eu juste un seul poids lourd d'élite, Almeida. Il s'est fait terminer par Curtis Blades. Et contre Derrick. Après lui avoir fait du sale dans le premier round quand même. Après lui avoir fait du sale. Mais le combat contre Derrick Lewis, moi, m'avait pas rassuré du tout. Parce que t'affrontes Non. Derrick Lewis, tu vas à la décision contre lui. Derrick Lewis qui se relève à chaque fois. Ouais. Oh. Oh. Après, comme avait dit Derek Lewis, le grappling c'est pas compliqué, il suffit de se relever, hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il a affronté une légende du grappling, donc forcément. Mais Une force bon, de la nature en tout cas, mais ouais, oui, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est pour ça. Bah, on va voir. Ah, il a quelqu'un de prévu là, Almeida? Bah non, toujours pas, non, puisqu'il a fait Cyril. Almeida a personne de Ouais. prévu et donc voilà. Le dernier point, c'est juste ça moi qui m'inquiète un tout petit peu. C'est si l'UFC fait effectivement monter Alex Pereira, où là ça peut être le bordel pour Thomas Spinal et Cyril en fonction des vérités de l'UFC. Soit ils les font s'affronter tous les deux s'ils gagnent, soit ils peuvent très bien les mettre au frigo pendant encore quelques mois et de se dire comme ce qui devait se passer pour Aspinal, c'est on voit ce qui se passe et ensuite on se dit que tu vas être là pour éviter qu'il y ait le bordel. Parce que c'est ça aussi, hein, les gars, qui est important pour l'UFC. Ce qu'ils détestent, c'est quand il se passe une Georges Saint-Pierre. Quand vous avez un champion qui prend sa retraite, ou un Henri Cerudo, par exemple, qui part, ou un Dimitrius Johnson, enfin, vous voyez, le mec part... Enfin non, Dimitrius Johnson, c'est différent parce il avait été battu par Cerudo, mais vous avez un champion qui a toujours la ceinture, qui part à la retraite, ou qui change d'organisation, et là, vous êtes dans la merde parce que l'UFC, qui est l'organisation de référence, qui fait 99% de l'argent mondialement, ah, comment on fait pour instantanément, ou même Habib quand il est parti et que Dana White avait fait des pieds et des mains pour qu'il revienne, c'est comment vous faites pour que directement le prochain soit considéré comme le meilleur au monde. Et c'est vrai qu'après le départ de Habib, qui est le plus récent, et c'était aussi vrai pour Georges Saint-Pierre chez les welterweight, il a fallu attendre très longtemps avant que le prochain soit considéré comme vraiment le patron de la catégorie. Et pour moi, en vrai, depuis Habib, il a fallu qu'il y ait, à mon sens, un Islam Makhachev pour que les gens se disent bon bah ça y est, on a un taulier. Pour les welterweight, pour moi, avant Kamaru Usman, c'était compliqué, hein, parce que même Robbie Lawler, enfin, en fait, tu n'empêches pas les gens de se dire Robbie Lawler contre GSP, qu'est-ce que ça donne? GSP contre Tyrone Woodley, qu'est-ce que ça donne? Il a fallu attendre qu'il y ait un vrai champion dominant pour vraiment tourner cette page-là. Et pour moi, l'UFC déteste ce genre de situation. Ouais, bah ouais, je suis d'accord. Et donc, C'est sûr. Et donc ils te mettent sous cloche et t'as un gars comme Aspinal aujourd'hui qui est dans les starting blocks et ils se disent bon bah l'avantage c'est qu'on peut très facilement pousser ce gars-là si John Jones prend sa retraite parce que tu dis bon bah vous voyez tout le narratif qui se met en place déjà aujourd'hui, c'est John Jones évite Thomas Spinal, regardez un petit peu sa taille, il est complet, il est machin, c'est peut-être lui le meilleur, enfin vous voyez déjà les articles d'ESPN et les déclarations qui font que là on sent que l'UFC ils sont vraiment prêts pour quand John Jones dira bon bah ça y est j'ai fait ma défense de ceinture, je prends ma retraite, voilà. Ouais. Donc bon, Mais en ouais. attendant ce jour, on va en bouffer, hein, des conférences de Dana White, Deep Throat de John Jones, on va en bouffer, hein.
on va y avoir non, mais ça c'est un autre mystère aussi. J'espère qu'on aura le fin mot de l'histoire là-dessus. Pour moi, c'est pas vraiment que Dana White hype salement John Jones qui me surprend, c'est pourquoi l'UFC veut faire John Jones Stipe Miocic. Ça c'est le mystère, parce que si vous suivez un petit peu l'UFC depuis quelques années, enfin non depuis quelques années, depuis très longtemps, parce que le dernier combat de Stipe Miocic remonte à 2021, l'UFC a toujours une relation conflictuelle avec Stipe Miocic. Le gars était vénère parce qu'Alistair Overeem était mieux payé que lui. Il a jamais été facile, on va dire, en affaires et même en termes de régularité dans les combats, parce qu'il combattait une fois par an depuis son premier combat contre Francis Ngannou. Et là, l'UFC pousse pour un mec qui n'est pas une star, qui au micro est absolument catastrophique, et personne ne sait. Personne ne sait. Alors que là, on a aussi bien Thomas Aspinall que Alex Pereira. Pour moi, les deux, je pense que ça marche très bien, parce que Aspinall n'est pas une star, mais tu peux vraiment facilement vendre ça en mode John Jones face au plus gros défi de sa carrière. Et Alex Pereira, tu vends ça en mode il ne peut en rester qu'un, les deux plus gros superstars actuels s'affrontent. Donc, c'est très surprenant. Et surtout, John Jones, on l'a déjà dit, contre Stipe Miocic, il a pas tout à perdre, mais si tu bats Stipe Miocic, je pense qu'il y a très peu de gens qui diront « Ouah, t'as battu un mec qui est considéré comme un crack de chez crack », parce que vous voyez que la défaite de Cyril Gane aux États-Unis vieillit très bien, notamment du côté que ce soit Dana White ou les gros observateurs qui disent « John Jones est revenu et a affronté le numéro 1 de la catégorie ». Il y a qu'en France où on est en mode « Cyril Gane est une immense merde ». Et du côté des... Et une victoire contre Stipe Miocic, je pense que les gens diront John Jones a affronté un mec qui était rincé, tout simplement. Ouais, il a tabassé un vieux, ouais. Et s'il perd, ce sera effectivement John Jones, c'était pas sa catégorie. Enfin, voilà, on va arrêter de se plaindre et puis on va profiter tranquillement de l'UFC qui arrive ce week-end avec un main event absolument incroyable entre Amanda Lemos contre... Attends, c'est Gianni Roba? Sûrement. Sûrement, mais c'est borderline honteux. Criminel. C'est honteux. Bah ouais. Attends, et quand même, on va vous dire la carte. Parce que tant qu'on est là, tant qu'on rigole, tant qu'on est entre gens bien. Allez, finissons le travail. J'ai merdé ma téléportation sur Wikipédia, donc là, je suis... Ah voilà, c'est ça. Alors, Lemos Jadiroba, le co-main event, Brad Tavares contre Park Jun-Young. On connaît Brad Tavares, on connaît son nom quand même. Oui, déjà. Oui. Ce qu'on ne peut pas dire du co-main event, Steve Garcia versus Choi Sung-woo. Ce qu'on ne peut pas non plus dire du co-main event, Kurt Holobo contre Kainan Khrushchevsky. Enfin, on connaît Khrushchevsky maintenant parce qu'on sait que c'est un des gars de la team Fighting Nerds et donc un des collègues de Jean Silva sur lequel on a fait un podcast sur la surplus. Mais enfin voilà, c'est uniquement grâce à ça qu'on le connaît. Cody Durden versus Bruno Gustavo da Silva. Je connais Durden de nom. Ah, ok. Retour de Doo Choi. Mais enfin, faut le connaître quand même. Et puis ça fait un moment qu'il est en pré-retraite. Ouais. Attends, mais il est où ce... Pourquoi il y a plein de Coréens? Il est à l'Apex, dans le Nevada. Ok. Lee Kyung-young contre Haider Hamil. Ils n'ont pas de page Wikipédia. Ensuite, on a Brian Keller contre Cody Gibson. Ok. Miranda Maverick contre John Barbosa. Loïc Radzhabov contre Trey Ogden. Luana Carolina contre Lucille Pudilova. Et enfin, on a quand même Mohamed Ousmane, le frère de Kamaru Ousmane, contre Thomas Petersen. C'est une carte... Faut des lunettes anti-éclipse pour la regarder. Non, c'est compliqué. Bref, ciao. Oui. Et il faudra aussi qu'on fasse un petit shout-out avant ou après les pronos, mais les sponsors, juste en 2 secondes qu'on dise qu'on a trop kiffé le compte de Monte Cristo. Allez, vas-y. Ouais, voilà. Shout-out à MySweetPea, vous savez, MySweetPea, t'as moins 30% minimum. Surtout MySweetPea. Avec le code LASSEUR. Ça ne bouge pas, en plus en ce moment il y a des promos, donc c'est même plus que moins 30%. Et puis Oli révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation également. Code LASSEUR 5, première commande, moins 5€ si vous avez déjà commandé chez eux. Code LASSEUR 10, moins 10%. Des saveurs, en veux-tu, en voilà. Bref, essayez, c'est l'adopter. Donc avec Birosti, on voulait vous parler du conte de Monte Cristo. Parce qu'on l'a vu, comme 4 millions d'entre vous, déjà au cinéma, véritable succès populaire et critique. Et franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et on n'est pas sponsorisé, c'est juste qu'on a trop kiffé. Oui. Et oui, parce que toi, t'avais déjà été le voir 2 fois. Une fois de toi-même et une fois en famille. Exactement.
Et j'y suis allé hier et j'étais, oh là là, on était tous les deux bluffés parce qu'en fait, on était en mode, mais purée, c'est des films comme dans notre enfance, en fait. Des films de KPDP, excellent film, et donc c'est un film français, hein, issu du chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas. Et tout est génial et tout est incroyable. Le film est incroyable. On passe un moment de fou. Alors, j'aime pas dire ça parce que j'ai l'impression d'être vieux, mais enfin bon, c'est factuel, hein. Si vous avez des enfants, allez-y avec vos enfants parce que c'est vraiment pour tous les publics. Mais c'est bien pour tous les publics. C'est pas un truc genre pour les enfants et c'est tout. C'est pour tout le monde. Et ça, qu'est-ce que ça fait du bien un film français aussi stylé comme ça de Oui, KPDP? mais oui, non, Oh, des décors incroyables, superbe musique. 3 heures vraiment qu'on ne voit pas passer, c'est ce qu'on disait avec Ross. Peut-être un peu rushé sur le troisième acte, mais à part ça, c'est vraiment, enfin, des 3 heures denses. ouais. Et non, on sent que tout le monde était investi. Ils ont fait ça sérieusement. Ils ont vraiment respecté le matériel de base. Et surtout, ah oui, surtout important, c'est il y a des petits changements par rapport au livre si vous l'avez lu, mais rien, enfin, rien qui est scandaleux. Hein. C'est pas comme. Enfin, je vais dire. J'allais pas. T'as peut-être parlé des Anneaux de pouvoir, Oui, exactement. cet immonde merde. Ouais. Non, mais c'est pour ça, hein. J'avais Là, non, parlé mais de ouais, ça. c'est une bonne manière d'approcher le truc aussi, hein. Sans vouloir faire du coup un podcast qui dure 45 minutes, mais c'est une bonne manière d'approcher le truc aussi. Il y a un truc en mode Conte de Monte Cristo, il y a un bouquin, voilà, bah, ils ont suivi le bouquin, il n'y a pas de wokisme, il n'y a pas de truc machin, c'est juste, voilà, ils ont fait un excellent film en respectant l'œuvre originale et en lui en rendant tout son honneur. Et parce que voilà, quand vous allez regarder les Anneaux de pouvoir de Seigneur des Anneaux, vous comprenez que s'il y avait eu moyen par la production d'aller déterrer J.R.R. Tolkien et lui pisser dessus, il l'aurait fait, hein. Wow. Et non. Est-ce que t'es d'accord ou t'es pas Non, d'accord? non, là, écoutez, chacun est responsable de de ses prises de parole. Non, et je voulais ajouter par rapport à ça. Et en plus, c'est là que vous voyez que c'est hyper intéressant. C'est le succès du film fait que les gens achètent le livre aussi. Donc, Oui, mais ça, c'est incroyable. d'où Ouais, l'importance de faire des bonnes adaptations. Parce que ça permet ouais, aux gens d'aller plus loin et ensuite de se mettre à lire. Et je pense il y a beaucoup de personnes, enfin, là clairement, c'est uniquement moi qui dis ça, mais tu vois, qui ont acheté un livre pour la première fois depuis très longtemps après avoir vu le film. Et mm, typiquement pour Le Seigneur des Anneaux, c'est dommage parce qu'il y avait une série où je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient pu découvrir tout ça et se dire bon bah ça y est on va commencer à poncer l'œuvre de Tolkien. Bah littéralement non, hein, regardez ça en soum soum quand t'es en train de cuisiner, ça va leur suffire. Donc c'est assez ouais, dommage. ouais. Et encore, faut quand même pas être trop proche du fourneau, sinon tu vomis quand même, hein. Ah, Non, mais c'est. Non, mais c'est en vrai, c'est. Oui, mais les vannes sont illimitées en fait avec ce putain de show Amazon parce que je suis désolé, mais c'est. Mais non, mais on est tous les deux des fans du Seigneur des Anneaux. Ça a tous les deux fait notre enfance. Et le fait de faire ce truc-là, et en plus, du coup, je finirai là-dessus, mais du coup, ils avaient acheté une partie seule des droits de l'œuvre de Tolkien. C'est pour ça qu'ils pouvaient pas mettre genre des personnages genre Gandalf, Aragorn, ils n'avaient pas le droit. Donc, ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Ils avaient le droit de mettre Sauron, ils n'avaient pas le droit de mettre les Hobbits. C'est pour ça que c'est les Harfoot, là. Mais ils avaient d'autres trucs, tu vois. Il y avait les enfants de Urine, ils n'ont pas eu le droit. Du coup, ils ont juste fait de l'urine. Mais tu vois, les vannes sont illimitées, mais parce que c'est vraiment pourri. Je leur en veux beaucoup. Je suis désolé, je sais que c'est très insultant ce que je fais, mais je leur en veux beaucoup parce qu'on en a parlé avec Manu, là. Tu te souviens dans la discussion qu'on avait eue? C'est que c'est important pour structurer des enfants, des jeunes comme nous on a été structurés, oui. d'avoir des œuvres qui sont juste des œuvres archétypiques où voilà, tu as de l'aventure, de l'héroïsme, et voilà, c'est pas des trucs qui sont tachés par des espèces de messages politiques modernes dont on s'en fout, tu vois. Mais après, par rapport à ça, je pense, enfin, de toute façon, on verra les chiffres à la fin des fins. Je pense que ça n'a pas tant d'impact que ça sur les jeunes parce que tout simplement les gens ne le regardent pas, genre là ce qu'ils sont en train de faire avec Star Wars là avec Avec Click, là. Ouais. leurs abominables séries où là ça me fait beaucoup de peine, mais les gens ne regardent pas, tu vois, c'est ça qui est terrible, c'est que Ouais. enfin, comment ça n'a pas l'influence que ça aurait pu avoir parce que tout simplement les gens se disent en fait je ne vais pas perdre mon temps en regardant une merde comme ça. Et c'est C'est vrai. terrible, c'est vraiment terrible parce que vous vous dites, et je pense que vous tous hein, qui êtes fans, et même pas, tu sais, même quand tu regardes un petit peu plus loin, t'as tellement moyen de faire des choses qui sont ne serait-ce que ok avec le matériel de base que Mhm. Ouais. ouais, enfin. Ah non, mais c'est pour ça. Oui, pardon, faut pas qu'on. Mais Voilà. parce que Star Wars, Mm. tu vas chercher Ah, dans les comic books, les mais non, livres de mais Star Wars,
tu as des trucs que tu peux adapter, mais on n'est pas prêt, hein. On serait pas prêt. Ah, mais c'est terrible. Mais même au-delà de ça, mais même au-delà des... Juste un truc sur les campagnes de Dark Vador. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Ça, Dark Maul avant l'épisode 1. Enfin, y a pas besoin d'aller chercher bien loin, en fait, pour faire... Et c'est ça le pire. C'est que tu dis, une fois que t'as fait ça, tous les trucs, on va dire, qui vous viennent de base, parce que vous dites, bon, bah allez, c'est simple, on va faire ça, bah, ensuite, vous allez chercher du côté des comics. C'est ce qui est terrible. C'est ce qui est vraiment terrible, c'est que c'est pas compliqué à faire. Et qu'en plus, il y a tellement ce côté nostalgie et amour des personnages qui fait que même une série qui était horrible, hein, comme Obi-Wan Kenobi, bah, il y a deux épisodes qui sont bien, qui font que je pense que tous ceux qui ont regardé, qui sont un peu fans de Star Wars, gardent un assez bon souvenir d'un truc qui était pourtant vraiment pas terrible. Voilà. Bref, allez Rusty, on se retrouve très vite.